Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine spéciale Rwanda, le dossier du jour sera consacré au football du pays des 1000 collines. Au sommaire également de cette émission, Boko Haram sévit de nouveau dans le nord du Cameroun. Une attaque qui a été repoussée par l'armée nationale, mais dont on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes. Les dépouilles des soldats burkinabés décédés au Mali ce 2 juillet ont été rapatriées au Burkina Faso. Afreximbank est une institution multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra- et extra-africain. Elle a levé environ 905 millions de dollars. Et puis nous terminerons par cette nouvelle de taille pour l'Éthiopie, puisque le pays a été désigné meilleure destination touristique du monde par le Conseil européen sur le tourisme et le commerce. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes. Gracien Roukindekiza, Gracien, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Malik Acher, Malik, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le groupe Boko Haram a mené de nouvelles attaques ce mardi 7 juillet dans l'extrême nord du Cameroun. Certaines sources parlent de combattants à bord de pick-up et de motos. Le bilan demeure provisoire. Après la riposte de l'armée camerounaise, au moins 20 assaillants auraient été tués par l'armée régulière. On fait le point sur cet événement avec ce sujet de Deo Gracias Podo. Le Cameroun toujours sous la menace de Boko Haram. Mardi 7 juillet 2015, 2 localités de l'extrême nord du pays ont été ciblées par une double attaque du groupe islamiste. Si le bilan exact du nombre de victimes semble difficile à établir, les circonstances des attaques par contre sont plus ou moins connues, à en croire les autorités militaires. Ces dernières se veulent toujours rassurantes. Croyant prendre nos positions dépourvues à faveur de la nuit. Aux environs de 4 heures du matin, ils sont arrivés lourdement armés comme d'habitude à bord de véhicules 4x4 et de motos. Et on les a repoussés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 3 corps qui gisaient sur le terrain, tout comme il y avait d'immenses taches de sang, ce qui présume que le bilan pourrait être plus important que celui que nous avons matériellement sur le terrain. Donc la situation est calme et je dois vous dire que les forces de défense n'ont jamais desserré le dispositif. Le chef de l'État continue de mettre les dispositions conséquentes, n'est-ce pas, à la proportion de la menace. Cela fait presque 5 mois que Boko Haram n'avait plus frappé dans cette région du Cameroun. Mais en attaquant cette fois-ci Bodo, une localité près du lac Tchad, les assaillants auraient essuyé un sérieux revers avec dans leur camp une vingtaine de morts. L'armée camerounaise aurait aussi saisi des armes, des munitions et plusieurs motos. La preuve, selon certains, que la menace du groupe islamiste en perte de vitesse demeure permanente. Ce groupe entend maintenir la pression sur les États du bassin du lac Tchad. Il s'agit pour le dirigeant de Boko Haram de montrer que la question au pouvoir du président Buhari n'a pas fondamentalement modifié la situation. Aux autorités camerounaises que le groupe va rester une menace permanente. Le groupe avait été affaibli et qu'il lui a fallu un peu de temps pour reconstituer sa capacité de nuisance et de montrer qu'il n'était pas anéanti. Avec pour bilan plusieurs milliers de victimes civiles ces 5 dernières années, les attaques de Boko Haram se sont récemment multipliées. Parmi les pays directement concernés, le Tchad, qui pour sa part a justement opté pour une nouvelle série de mesures. On peut citer notamment l'interdiction du port de voile par les femmes, le rapatriement des étrangers en situation irrégulière ou encore la fouille systématique des maisons et des véhicules jugés suspects. Gracien, pourquoi ce secret autour du nombre exact de victimes civiles, parce que le nombre d'assaillants serait au nombre de 18. Souvent, les chiffres qui sont avancés quand il y a une guerre, c'est un secret pour l'armée. D'abord un secret. Les militaires qui sont tués, surtout au niveau de l'ennemi, on peut exagérer, ça on le sait. Et surtout, du côté civil, on ne va pas dire qu'il y a beaucoup de dégâts, parce que il y a une question de morale pour la troupe qui se bat et aussi pour la population. Il faut que la population sente que son armée est en train de mener des points, de marquer des points contre... Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que l'armée camerounaise est actuellement en train de marquer des points face à Boko Haram? Moi, ce qui se passe, je dirais non. Parce qu'en fait, on voit que Boko Haram a l'initiative. C'est Boko Haram qui prend l'initiative d'attaque. Oui, c'est jamais l'armée qui va attaquer oui, justement. C'est comme si on a des pays qui sont
à Saï, ils ont des gens, des rebelles qui sont à un endroit donné. Il y a des bases militaires de Boko Haram. Et c'est Boko Haram qui prend l'initiative d'aller attaquer. Et il y a après la riposte de l'armée. Comme si vraiment on s'est dit qu'on va vivre avec l'ennemi. Or, ce qui se passe, il faut vraiment que les armées, les états-majors de ces pays se mettent ensemble pour mener l'offensive et s'arrêter au moment où Boko Haram est déjà vaincu. Sinon, on a l'impression, au Nigeria, on se dit, tout est fini, presque fini, il y a eu les élections, très peu d'attaques, très peu d'initiatives, et c'est vraiment déplorable pour les armées de ces pays. Alors Malik Gracien a mis le doigt sur quelque chose de quand même très important, hein. Ces attaques de l'armée, justement, de la force régionale à Cameroun, Niger, Tchad, Nigeria. Ça fait quelques années maintenant qu'on plaidait pour cette force régionale. Elle est aujourd'hui en place, mais elle n'attaque jamais. C'est toujours elle qui se fait attaquer. Comment on peut l'expliquer? Je pense aussi parce que les armées ne réfléchissent pas de manière globale ou ne se coordonnent pas assez. Je pense qu'il y a encore ce problème de souveraineté qui se pose. Elle est inefficace encore aujourd'hui, la force régionale? Elle est en apprentissage surtout. Elle est toute récente et je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus justement de collaboration entre les armées de ces pays de la région, même si elle est en train de se mettre en place. Vous savez, il y a toujours des États qui sont frileux et qui sont attachés à leur souveraineté, comme le Nigeria, même si on a eu un changement à la tête de l'État avec la venue de Mahamadou Bouhari. Et vous avez aussi des États qui ne sont pas en concurrence, mais qui veulent être, je dirais, leaders dans la lutte. Il y a quand même une course au leadership dans cette guerre. Qui l'a gagné pour l'instant? Le Cameroun? Pour l'instant, on peut dire que le Cameroun a été l'un des seuls pays à vraiment tirer déjà la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut dans la région. Et oui, le Cameroun, pour l'instant, est leader avec le Tchad qui vient de venir se rallier au Cameroun dans la lutte contre Boko Haram. Maintenant, vous avez le Nigeria qui est un peu sorti de sa torpeur. Vous avez eu ce déplacement, quand même, il faut le noter. Je suis un peu en désaccord avec Gracien parce qu'il y a quand même du mouvement dans cette collaboration entre les États. Vous avez le Nigeria qui a décidé de mettre son centre de commandement à Maiduguri pour être vraiment plus proche du foyer Boko Haram et intervenir, je pense, incessamment sous peu de manière plus intensive parce qu'effectivement... Ce que regrette Gracien, c'est qu'il n'y ait pas d'offensive sous-régionale. Oui, mais je pense que c'est des phases de préparation. Je ne suis pas un expert militaire sur la question, mais je pense que c'est des dispositifs qui se mettent en place. C'est pas évident. Moi, pour prendre l'exemple sur d'autres guerres qui ont été menées contre le terrorisme, ça met du temps pour lutter contre le terrorisme. Ça demande aussi des efforts de renseignement, ça demande des efforts de déploiement des troupes. Donc oui, ça va mettre du temps. Bien évidemment, on peut toujours dire qu'il n'y a pas assez de réactivité parce qu'il y a des attaques. Mais nous sommes dans une guerre asymétrique. Nous ne sommes plus dans une guerre de confrontation d'armée régulière à armée régulière. Donc il y a aussi cette chose-là qu'il faut prendre en compte, mais je vois que Gracien n'est pas d'accord avec moi sur ce sujet. Gracien, je vous laisse le droit de réponse. Hein. Oui, c'est parce qu'en fait, on parle de guerre asymétrique, c'est la théorie, tout est connu, les gens en parlent. Boko Haram ne mène pas une guerre vraiment d'un mouvement terroriste. Boko Haram mène une guerre offensive, c'est une guerre classique, comme l'Éthiopie s'est battue contre la Somalie, comme beaucoup de pays se battent frontalement. Or, on voit bien qu'il y a un front. Boko Haram, je dirais même, a offert une chance au Nigeria en essayant, en se positionnant, en menant une guerre classique, offensive. Or, on voit bien, même le Nigeria est capable, d'après les militaires qu'ils ont, l'équipement, le Nigeria est capable de battre Boko Haram. Parce que pourquoi les pays, quand 2 pays se battent, ou 3 pays se battent en Afrique, les pays arrivent à mener une guerre, à combattre, à pousser ou à être repoussé, c'est parce qu'il y a vraiment une certaine envie de se battre. Mais là, on a l'impression vraiment que on se dit, c'est un mouvement, on va attendre, on va continuer, mais finalement, c'est vraiment incompréhensible, surtout quand on connaît le domaine militaire, on ne prépare pas la guerre pendant des années. On est attaqué, c'est-à-dire que l'armée doit avoir des plans au niveau de l'état-major qui sont toujours prêts. Et on sort ces plans, on mène la guerre dans une semaine, on sort la logistique et il y a les militaires, on a des militaires pour se battre, on se bat. On ne va pas attendre toute une année pour organiser l'état-major commun ou pour se battre. Donc c'est vraiment, moi je trouve que ce n'est pas défendable pour vraiment ce qui se passe, surtout du côté du Nigeria avec son armée.
Malik, très rapidement. Oui, je comprends tout à fait l'avis de Gratien, mais il ne faut pas oublier qu'au Nigeria, il y a eu toute une réorganisation de l'état-major et aussi une réorganisation de l'armée qui a été assez inefficace sous Goodluck Jonathan. Et Mahamadou Boumari s'était forcé justement à réorganiser l'armée et à avoir une autre technique face à Boko Haram. Maintenant, quand vous êtes face à une force qui mène des raids violents, rapides, dans une nouvelle guerre qui est le terrorisme et qui... dont les actions sont souvent, je dirais, indiquées dans des attaques ponctuelles, c'est pas évident. Et les corps des 6 soldats burkinabés morts le 2 juillet à Tombouctou, au Mali, ont été rapatriés au Burkina Faso. C'était ce 9 juillet. Ils sont décédés dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Le grand chancelier des ordres nationaux du Mali, Djingaré Touré, leur a décerné la croix de la valeur militaire. On fait le point avec ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wanyam Valentin Compaoré. Les corps des 6 soldats burkinabés tués dans le nord Mali le 2 juillet dernier sont arrivés à Ouagadougou ce jeudi. Membre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ces militaires ont été tués par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les 6 soldats étaient en mission au nord Mali dans le cadre du bataillon Bendeya depuis maintenant 2 ans. Ce drame nous rappelle la permanence du danger dans des situations comme celle du Mali, en mission de paix, où sont déployés un bataillon burkinabé. Et bientôt, nous allons encore déployer un autre. Et ces hommes ont été formés pour ce genre de mission. Et j'ai pu trouver à chacun d'eux des hommes et des femmes qui ont le sens de leur devoir. Et ils sont déterminés à poursuivre leur mission afin de faire aboutir les objectifs que s'est fixés les Nations Unies, auprès de laquelle le Burkina Faso s'est engagé à apporter sa contribution pour la paix dans la sous-région. Depuis 2013, le Burkina Faso participe au retour à la paix au Mali. Le pays prépare déjà un nouveau contingent qui devrait rejoindre d'ici les mois prochains les éléments déjà en poste depuis 2013. Pour de nombreux observateurs, les événements du 2 juillet ne devraient pas dissuader le Mali et ses alliés dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent d'être fauchés vraiment par les balles assassines des terroristes, je pense que c'est fait seulement pour un peu déstabiliser le Mali et faire en sorte que la paix ne revienne pas au Mali. Donc aujourd'hui cette perte-là est injustifiable, inadmissible et même déraisonnable. Mais cela ne doit pas émousser l'ardeur des soldats africains à pouvoir amener la paix. Rappelons que depuis son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans le monde au début des années 90, le Burkina Faso a perdu à la date du 2 juillet 2015 27 combattants sur les différents théâtres d'opération. Gratien, des victimes qui mettent en lumière la dangerosité de la situation actuelle au Mali. Mais il faut se dire une chose, ce sont des militaires. Les militaires, quand on entre dans l'armée, on se dit bien qu'on entre pour défendre le pays ou les pays amis de son pays. C'est-à-dire qu'on se dit, la mort, du moment où on entre déjà dans l'armée, on a déjà la mort à ses trousses. Donc, qu'il y ait des morts, oui, il y a des morts, parce qu'il y a une certaine dangerosité, mais c'est dans le cadre aussi de la mission que les gens partent pour défendre le Mali. Et pour défendre, il y a toujours des morts, c'est déplorable. Mais vraiment, c'est dans le cadre habituel de la mission. Il y a toujours la dangerosité de cette mission parce qu'on sait bien qu'il y a la paix qui a été négociée, mais il y aura toujours des petits éléments qui vont continuer parce que dans tout pays, quand il y a la guerre, la fin de la guerre en général, il y a toujours des incursions, il y a toujours des escarmouches. On ne peut pas dire que tout est terminé. Il pourra y avoir aussi d'autres victimes, mais toujours, je souligne, c'est dans le cadre vraiment de la défense, c'est dans le cadre d'une noble mission. Alors, fin de la guerre, oui et non, parce que c'est la fin de la guerre avec les groupes rebelles, les groupes qui ont signé l'accord de paix. Mais alors, tout ce qui concerne les terroristes, AQMI, Daesh, ils sont encore
dans le nord du pays. Ils sont toujours actifs, hein, ils sont encore dans le nord du pays parce que ce sont les ennemis, je dirais, du Mali et de la réconciliation au Mali. Donc ils vont encore perturber le processus politique qui est en cours, de résolution politique qui est en cours au Mali. Ils feront tout pour déstabiliser le Mali parce que leur objectif, bien évidemment, c'est semer la terreur et bien évidemment l'idée fantasmagorique de mettre un califat au Mali et dans la zone sahélienne. Donc ça c'est normal que ces attaques vont perdurer. Maintenant, j'espère qu'elles vont diminuer en intensité, mais tant que, là je reviens toujours sur le même sujet, sur la Libye, mais vous avez un no man's land quand même qui est la Libye, où les groupes terroristes sont prospères et ont trouvé en la Libye une zone de repli pour mener leurs attaques. Donc ça ne va pas, je pense que les attaques vont se multiplier dans les semaines à venir. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.